beaucoup d'actions diplomatiques pour la fin de la guerre dans la partie est de la RDC, la guerre imposée par le Rwanda et des multinationales. Sur le terrain, les choses bougent difficilement, malgré le retrait des incirconcis de la ville d'Ouvira. Eh ben, dans un monde qui se métamorphose et surtout un monde qui bascule dans un nouvel ordre mondial imposé par l'actuel locataire de la Maison Blanche. Oui, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, les accords de Washington, y compris le deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Oui, le processus des Doha. À tout ce schéma s'ajoute la démarche de l'Angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, et le médiateur désigné de cette Union africaine, la très faible Union africaine qui ne fait que subir, avec une grande hypocrisie justement concernant la guerre qui a décimé beaucoup de Congolais et le pillage aussi de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Le médiateur, c'est lui, le président du Conseil du Togo, Gnassingbé. Alors, beaucoup de médecins au chevet du malade agressé la République démocratique du Congo. Après Davos, il est passé par Paris, invité par Macron, le président Tshisekedi, et après, il a été à Oyo. Alors, est-ce que les choses se bousculent? Il y a au pays l'agitation, Bumba à Kinshasa asphyxie, selon certains, les Quinois qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Il faut brandir autant des papiers, et du coup, ce lundi, Kinshasa est secoué, justement paralyser toutes les activités parce que pas de transport. On en parle avec un invité, Emmanuel Ilunga, président national de l'Action républicaine pour le progrès, ARP. Il est républicain, c'est comme ça qu'il classe son parti, ancien ministre, délégué des Affaires étrangères, ancien ministre de, je vois, Affaires foncières, et puis c'est un homme d'affaires. Il est venu en politique en faisant les affaires lui-même. On a déjà vu ce qu'il fait. Je ne suis pas seul pour vous interroger. Je suis avec José Mfoutila, Univers Télévision. Bienvenue. Merci beaucoup. Il est très brillant, très cher Fabien Lumbala, pour l'invitation. Merci de tout cœur. Alain Boma, B1 Télévision, qui a refusé justement de porter des couleurs en cette période et de rester du côté de la République. Merci beaucoup Fabien Lumbala, c'est toujours un plaisir d'être sur le même plateau que vous. Alors, moi je pose une seule question, le reste vous allez, moi je vais vous l'offrir ou vous le sur livrer. Le plateau. Je vais vous le livrer pas comme un steak à consommer, mais pour des questions. Monsieur Ilunga, est-ce que le Congo est sur une belle voie depuis la signature des accords de Washington? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie tout d'abord le bon Dieu qui est le maître du temps et de l'émission que nous faisons pour pouvoir, au cours de cette émission, tant soit peu, édifier nos compatriotes sur des questions aussi importantes qui concernent le destin de notre nation. Je ne peux pas vous donner une réponse arithmétique d'emblée. C'est tout un processus. Vous savez, les accords de Washington, il y a Doha, il y a plusieurs accords, il y a plusieurs démarches que les présidents ont multipliées. Tout ça pour un même objectif, cesser la guerre, cesser les hostilités et que la RDC retrouve la paix, plus ou moins. Donc, à ces jours, il est difficile de porter un jugement définitif pour dire les accords
ont apporté quelque chose de concret. On sait que nous sommes dans un processus et que notre souhait, c'est que ça aboutisse justement à la sérénité au niveau national. Mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes dans ce processus. Et vous attendez quoi exactement pour vous assurer que nous sommes sur la bonne voie? Vous savez, le chef de l'État, effectivement, a multiplié beaucoup de démarches. Au niveau, d'abord, des institutions internationales, notamment les Nations Unies. Il y a eu le Conseil de sécurité qui a voté un certain nombre de résolutions. Et il y a eu d'autres pays qui sont intervenus, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, pour essayer de calmer les ardeurs, faire en sorte que nos agresseurs, qui sont le Rwanda. Parce qu'en réalité, le chef de l'État a hérité, quand il arrive au pouvoir, dans la réalité, hein, je vais vous dire, hein, je ne vais pas mâcher le mot, d'un grand complot. Un grand complot pour disséquer le pays. La machine était en marche. Il prend le pays, il comprend les jeux qui est en train de se jouer. Il met sa vie en jeu. C'est de deux choses l'une. C'est soit je ferme les yeux, la machine continue sous ces formats pour qu'un jour on se retrouve avec des pans des territoires du Congo coupés, annexés au Rwanda, une partie à l'Ouganda. C'était ça le but, les objectifs. Et la preuve, c'est que toutes nos institutions étaient infiltrées. Et au sommet, et dans des endroits de pouvoir. L'armée, on avait mis à la logistique les généraux Malik, qui est tout rwandais, qui débarque comme ça, il s'occupe de la logistique de toute une nation, des 2 345 000 km². Qui a dirigé la base militaire de Kitona dans le Congo central. Bien sûr, bien sûr. Après le brassage. Après le brassage, bien sûr. Donc voilà. Et tout le monde sait que ce n'est pas un Congolais. Ce sont des Rwandais qui étaient dans l'armée rwandaise qu'on nous a imposés. Mais pour que ces gens puissent venir chez nous occuper des fonctions, il y a bien quelqu'un qui a donné l'accord. C'est qui? À cette époque, qui était président de la République? C'était Joseph Kabila qui était le chef de l'État. C'est lui qui a accordé. Et s'il a accordé, c'est pour quel intérêt? Donc, vous faisiez partie de son gouvernement, monsieur. Oui, mais nous, on est entré dans un gouvernement d'union nationale. Il faut bien préciser, c'est que notre gouvernement, c'est les Nations Unies qui a décidé, on a nommé Edem Kodjo pour faire des dialogues, discuter et faire en sorte que la paix revienne à ce moment-là, le même format qu'on essaie de faire aujourd'hui pour que le président Félix fasse le dialogue. C'était exactement le même format. Et pendant que vous étiez dans des conseils de ministres, est-ce que vous soupçonniez quelque chose par rapport à lui? Oui, bien sûr. Mais nous, on avait un objectif. Lorsqu'on entre au gouvernement, notre objectif, c'était d'organiser les élections. Il fallait organiser les élections pour pouvoir pacifier le pays. Et donc, nous, on s'y attelait, parce qu'au Conseil des ministres, chaque fois qu'il y avait des discussions concernant un éventuel glissement ou quelque chose dans ce sens-là, mais nous, on avait un objectif. Je ne veux pas citer les noms, mais il y avait 3, 4 ministres. On était indexés. Vous pouvez demander ça à n'importe qui. Il y avait comment on peut dire, de moutons noirs dans le gouvernement. Vous avez joué le jeu. Vous le savez, oui. Mais il fallait pousser aux élections. Parce qu'il fallait organiser les élections. C'était les seuls moyens de bloquer la machine qui était en marche. Nous, on a soupçonné ça à plusieurs reprises. Mais compte tenu de la position qui était la nôtre et du pouvoir qu'on détenait, est-ce qu'on peut agir efficacement en faisant de bruit ou en se taisant, mais en dénonçant un certain nombre de choses et en bloquant un certain nombre de démarches? C'est comme ça qu'on a agi et on a poussé la machine vers les élections. Les institutions étaient infiltrées. Ça vient de la bouche d'un ancien ministre. Ilunga n'est pas de la race des flatteurs, mais quand il dit ça maintenant, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux. Josué. Alors, monsieur le ministre, moi je vais revenir sur les accords signés entre Kinshasa et Kigali. Oui. Il y a une certaine opinion qui pense que nous sommes agressés par notamment les États-Unis via le Rwanda. Une autre pense que Kagame, c'est le produit des Américains.
qu'est-ce qu'on peut attendre de ces accords quand on sait que Kagame, selon cette opinion-là, est un produit des Américains? Certainement. Kagame est un produit des Américains, parce que quand il était en Ouganda, auprès de Museveni, il est parti faire des études poussées dans les renseignements aux États-Unis. C'était les stages. C'est un produit des Américains. Il fait partie, je pense, j'ai risqué très peu de me tromper, de la CIA. Très peu de me tromper. Et tout ce que Kagame a fait, c'est dans les livres de Charles Onana. Moi, je n'invente rien. L'Amérique est derrière toutes ces agressions. L'Amérique, vous savez, l'Amérique est multiple. Ou l'Occident, le monde occidental, moi j'y ai vécu 30 ans, plus de 30 ans, donc je comprends un peu comment le monde occidental fonctionne. Ils ont aussi, au sein même du monde occidental, des intérêts divergents. Ce sont des grands groupes qui se battent, qui trouvent des maillons faibles, qui les soutiennent et qui soutirent de l'argent. Et comme ça, ils achètent certains hommes politiques pour qu'avec des institutions de l'État, ils puissent accompagner des tueries ou effacer des crimes. C'est ce qui se passe. Parce que les États-Unis sont capables d'arrêter cette guerre aujourd'hui. Si les États-Unis ne le font pas, c'est parce que beaucoup d'Américains ont sali leurs mains avec Kagame. Et ils vont sous le dos de la cuillère pour éviter justement d'être éclaboussés. Parce que si Kagame est coincé face au mur, il va dire la vérité. Et cette vérité va déranger. Et donc, il faut y aller sous le dos de la cuillère. C'est comme ça qu'on les ménage un peu. Parce que le Rwanda, où est-ce que le Rwanda peut avoir l'argent pour faire la guerre pendant 30 ans? C'est impossible. Les coordonnées GPS, les données GPS que le Rwanda a tout le temps sur l'ensemble de notre territoire, comment le Rwanda fait-il? Le Rwanda a le logiciel Pegasus, qui est le logiciel israélien. Il l'a eu comment? Avec quel argent? Parce qu'il y a des techniciens qui doivent... Il faut un centre de commandement. Donc on voit très bien que le monde occidental... Moi, je perds mes compatriotes chaque jour. Donc je n'ai pas aménagé quiconque. Je gagne quoi en ménageant des gens? Donc j'ai dit, moi, les choses telles qu'elles sont. Mais non, qu'est-ce qu'il faut s'attendre du véritable agresseur qui est aujourd'hui médiateur des... Je voulais décrire déjà la situation. Et le Rwanda a accepté de servir, n'est-ce pas, des sous-fifs pour prendre un peu ce qui tombe et que les Américains, notamment l'Angleterre, les États-Unis, bon, il y a l'Australie et d'autres pays occidentaux, donc dans l'Union européenne, qui sont derrière cette guerre. La preuve, c'est que l'Union européenne vote chaque fois des résolutions pour aider les Rwandais financièrement, alors que les Rwandais, c'est un pays agresseur. Pourquoi ils ne le font pas avec la Russie? Pourquoi ne pas aider la Russie? Mais ils aident le Rwanda. Et d'ailleurs, la dernière fois, moi j'étais moi-même à Strasbourg, lorsque le Parlement européen votait justement des résolutions pour soutenir la RDC et condamner les Rwandais par rapport à l'agression. Moi j'étais à Strasbourg. J'y suis arrivé là-bas, il n'y avait aucun officiel. Alors qu'à ce moment-là, la ministre des Affaires étrangères était en Europe, mais elle était en Allemagne. Elle devait être à Strasbourg, au Parlement. C'est là où tout se décide. Je me suis retrouvé là-bas, parce qu'il y a des Congolais qui travaillent là-bas dans d'autres cadres, qui ont pu m'obtenir le badge. Je suis entré dans la salle et j'ai salué certains députés, on a échangé, ainsi de suite. Après, ils ont voté pour nous. Mais j'ai vu Mbata, il est arrivé, il était dehors. Après, toutes ces personnes, quand ils bougent du pays, ils ont des frais d'émission. Mais ils vont d'abord voir leur famille, au lieu d'accomplir la mission qui leur est impartie. Donc il y a aussi, au-delà des gens qui nous aident, il y a notre propre responsabilité dans la négligence des réponses qu'on doit apporter face aux agressions. Maintenant, pour revenir à votre question, l'Amérique qui est aujourd'hui médiateur, ce n'est pas la même Amérique de Joe Biden. Je vous disais qu'au sein même des États, il y a des intérêts divergents. Joe Biden, il est démocrate, ils n'ont pas les mêmes intérêts avec les républicains. En plus, lorsqu'il y avait les élections présidentielles, toute l'Europe et tout le monde occidental était contre Trump. Donc Trump le sait, c'est comme ça que Trump est en guerre aujourd'hui avec le monde européen. Ce qui veut dire, nous, on profite justement de cette inamitié entre
les républicains Trump qui est au pouvoir et le monde occidental qui avait beaucoup d'intérêt au Congo. C'est cette inamitié qui a ouvert la brèche dans laquelle nous sommes en train de négocier. Alors, monsieur le ministre, il y a un grand écart entre la ratification, je vais dire la signature de l'accord et les réalités sur terrain. Tout à fait. Est-ce que, je vais dire, voyez-vous les États-Unis se comporter comme ils l'ont fait au Venezuela pour les cas de Kagame? Ça peut arriver un jour? Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Pour celui qui ne respecte pas les accords. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que Donald Trump l'a dit à Davos la semaine dernière, que les Congolais ne doivent pas attendre leur libération de l'extérieur. Ils doivent eux-mêmes, il l'a dit officiellement, que nous devons nous-mêmes obtenir la réponse. Et ça, justement, j'interpelle les chefs de l'État par rapport à ça. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans l'avion avec le ministre de Communication, Patrick Mouyaya. J'ai échangé avec lui en lui disant, essayez d'échanger vos programmes à la télé. On ne sent pas qu'on est un pays en guerre. Le programme à la télé, c'est matin, midi, soir, les religions, les églises, les tam-tams. On ne mobilise pas le peuple avec ça. Vous, vous êtes ministre, vous êtes en guerre. Moi, je suis en guerre. Nous sommes agressés. La télévision, c'est les moyens les plus importants des communications. Ça communique par l'image et par la parole. Alors, quand vous faites des émissions, vous n'avez aucune communication qui fait allusion à ce qui se passe dans l'Est. Nous enterrons tous les jours. Nos enfants, nos militaires se battent tous les jours. Et c'est ça qu'il faut montrer à la population pour les mobiliser. Vous ne le faites pas. Il y a un problème. Il vous a dit quoi concrètement? Deuxième point, je vous dis, hein, ce n'est pas un secret, je lui dis, maintenant nous, au-delà de nous, même certains opposants qui sont avec le gouvernement sur ces points-là, sur le point de cette agression, et qui veulent mobiliser la population, mais ils n'ont pas les moyens financiers pour payer. Parce qu'aujourd'hui, pour passer dans les médias officiels, il faut payer. Ouvrez-leur les médias qui parlent à leurs militants parce qu'on doit mobiliser le peuple. C'est une question patriotique, ce n'est pas une question financière plutôt. Je lui dis, il me dit, oh, c'est vrai, j'accepte. Maintenant, quand vous venez à Kin, vous appelez, et puis on peut échanger. J'ai appelé 2 fois. Je peux vous montrer mon téléphone. Il n'a pas décroché. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui arrive à tous les acteurs politiques? Certains restent humbles, décrochent les appels. Et... Bon, ça dépend de tout un chacun. Nous sommes dans quelle situation? Je reviens à la préoccupation. Nous sommes dans une situation de guerre. Il faut décrocher parce que je peux avoir une information à donner, à communiquer à ceux qui ont les clés du pouvoir. Et si vous ne décrochez pas, comment vous allez avoir l'information? Alors, vous vous êtes parlé facilement à bord de l'avion dans First Class, ça c'est bien. Mais arrivé à Kinshasa, je ne sais pas si ce sont les démons qui bloquent les appels. Peut-être que c'était un vendredi, le jour du Conseil des ministres. Voilà. Messieurs Ilunga, je reviens à la préoccupation de mon confrère Josué. L'agresseur est le Rwanda. Il n'est pas seul parce qu'il n'en a pas les moyens. Les moyens sont venus de ceux qui nous font la guerre. Vous avez parlé de l'Amérique profonde. Ces décideurs, ces financiers qui sont derrière Kagame et ils ont eu la part du lion. Mais ils n'ont pas été seuls. Il y a eu des hyènes. Il y a eu également d'autres vautours comme l'Union européenne, le Canada, l'Australie, ainsi de suite. Israël également. Alors, la fois passée, vous avez dit que la France a gagné ou gagne plus de ce que le Rwanda pille chez nous. Alors, quelle est la force de la France de gagner plus que les lions? Vous avez suivi comment Trump a comparé la France à un loup face à un lion à Davos. Alors, d'où vient la force de la France de s'accaparer d'une grande partie de ce qui est pillé ici? Non, la France ne vient pas au Congo à visage découvert. Non. L'Union européenne, aujourd'hui, les pays de l'espace de l'Union européenne n'agissent plus individuellement. Vous comprenez? Ils agissent plus individuellement.
ils agissent souvent à travers des petits pays. Toutes les armes que vous voyez dans l'Est viennent de Lituanie. Lituanie, c'est dans l'Union européenne. Mais quand vous regardez la provenance, vous allez voir fabriqué en Belgique, fabriqué en Hollande, en Allemagne, en France, en Angleterre. Mais comment toutes ces armes-là arrivent à se déplacer, aller en Lituanie, quitter la Lituanie et venir jusqu'au Rwanda? On peut parler de plusieurs choses, des données GPS, des avions qui volent, qui arrivent, qui font des allers-retours. Nous sommes au courant. Mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les démarches, je répète encore ce que j'ai dit la dernière fois, le président de la République a quasiment fait le tour du monde des lobbying pour que cette guerre s'arrête. Malheureusement, la guerre continue. Mais on n'a jamais assez mobilisé la population. Il ne faut pas sous-estimer. C'est une donne très importante. Regardez à l'extérieur aujourd'hui. Si les Européens viennent sur le dos de la cuillère, pourquoi? Parce que les gens qui sont dehors, les Congolais de la diaspora, ne baissent pas les bras. Ils sont partout, dans tous les salons. Même s'il faut brûler, casser, ils sont prêts. Nos enfants sont prêts. Il n'y a pas longtemps, à la gare de Lyon, les parents n'étaient pas là, parce que les parents viennent du Congo. N'est-ce pas? Les enfants sont nés là-bas, ils sont français, belges, ils sont chez eux. Ils ont cassé, brûlé. On n'a arrêté aucun enfant. Parce qu'ils sont chez eux. Et donc, c'est dire quoi? C'est dire que si on mobilise très bien la population, on aura les résultats. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait? Vous parlez de mobilisation. Qu'est-ce qui doit être fait? Je vous donne un exemple concret. Allez-y. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila était là, la guerre, les Rwandais sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a dit à la population? Même ceux qui ont une fourchette, même des armes traditionnelles, utilisez ça pour défendre votre patrie. Les gens se sont levés. Le problème a été réglé le même jour. Les gens sont prêts, il faut les mobiliser. La mobilisation, c'est constituer une équipe dans laquelle tout le monde se retrouve. Ce n'est plus une question de couleurs partisanes. Je viens de l'UDPS, de l'ARP, de tel parti. Non. Nous sommes des Congolais et notre pays est agressé. Ce n'est plus un problème du président de la République. Il y avait des gens qui le faisaient, Sakombi Nongo, très futé en cette matière. Oui, tout à fait. Il y avait tout Didier Moumengi. Monsieur Boussefalaï aussi avec campagne d'éveil patriotique. Par Ngwej Katot and Now. Ouais. Et puis, il y avait des chroniqueurs. Exactement. Mais actuellement... Mais on peut, mais les compétences sont là. Même il a fait à un moment donné, mais actuellement, qui va le faire? Mais le président, tout ça, ça repose sur les épaules du président de la République. C'est lui, les garants des institutions. Les garants de l'unité nationale et de notre intégrité territoriale. Ça veut dire que ces problèmes le touchent lui en premier. N'est-ce pas? Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, si la génération des demain vient et que cette génération trouve qu'une partie de notre territoire est déjà coupée, qui on va condamner? On ne va pas dire il y avait Emmanuel Ilunga, il y avait Fabien Lumbala ou Josué, mais ils vont dire il y avait le président Félix Tshisekedi qui n'a pas été à la hauteur pour protéger les territoires. C'est lui qui sera indexé demain. Si demain, il y a quelqu'un qui doit entrer au Panthéon en étant très grand, c'est d'abord lui-même le président, en disant, lorsque Félix Tshisekedi était là, voici, il nous a laissé tous les territoires et nous avons fini cette guerre grâce à lui. Et vous, les leaders politiques, qu'est-ce que vous faites concrètement auprès de vos bases respectives? Exact. On ne vous sent pas, il n'y a que des accusations. Tshisekedi a vendu le pays pour 99 ans. Il a bradé le patrimoine ou les richesses du pays. Il n'y a que des attaques et des injures venant, par exemple, de ceux qui se disent leaders. Bon, on ne conteste pas leur leadership. Ouais. Mais Tshisekedi a réuni sénateurs et députés de la dite majorité à la cité de l'Union africaine. Bien avant, il leur a dit: vous verrez des gens venir à cause de nos richesses, ainsi de suite. Mais est-ce que même les médias officiels reprennent cette communication? Qui s'est approprié ce qui s'est dit? Et parmi vous, les acteurs politiques et les élus, des élus et élus nationaux, qui s'est approprié ça dans son fief pour parler à la population? Alors, je reviens. Je vous regarde dans les yeux. Je vous reviens encore sur ce que j'ai dit. Nous avons des acteurs politiques qui sont capables de mobiliser.
de réunir, et vous savez très bien comment ça se passe. Pour pouvoir réunir les médias, il doit utiliser ses propres fonds. Et s'il n'en a pas, malgré sa volonté, il ne peut pas le faire. Vous voulez la vérité, il faut que je vous la dise. Il a la volonté, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Ça, c'est au gouvernement, c'est au pouvoir, c'est au président de la République de décider d'ouvrir les médias gratuitement pour des acteurs politiques dans le cadre de la mobilisation nationale. C'est au chef de l'État de décider. Quand il ouvre cette passerelle, les gens vont communiquer, ils vont mobiliser tout le monde. Il y aura bien sûr des débats à la télévision. Nous les voyons en Ukraine. Quand vous allez en Ukraine, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'ils ont un problème, ils ont la guerre. D'abord, on finit la guerre, les restes, on verra. Pourquoi? Zelensky a ouvert les médias. Et aux opposants, et à ceux qui gouvernaient le pouvoir. Et donc, chacun mobilise, tous les Ukrainiens sont mobilisés. Ça, c'est la charge du chef de l'État, ce n'est pas ma charge à moi. Chacun sa charge et sa responsabilité. Vous voulez qu'il porte la tenue militaire aussi? Mais bien sûr que oui. Mais il est le commandant suprême des armées. Il est le commandant suprême des armées. Pourquoi on va lui enlever ça alors que la Constitution la lui reconnaît? C'est une fonction que la Constitution lui reconnaît. Si des gens ne sont pas à mesure, c'est ça, pousser le président à l'excellence. Si des gens chuchotent derrière lui, mais quand ils sont devant le président, ils ne sont pas capables de lui dire, c'est mauvais, ils ne lui rendent pas service. Aujourd'hui, je ne vais pas attaquer l'entourage du président, leur compétence ou leur incompétence. Mais j'ai dit tout simplement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, le président fait beaucoup de choses. Il a construit l'université en Bujimaï, il y a la rocade qui est en train d'être faite, il y a plein de choses qui sont faites. Mais personne n'est au courant. Personne n'est au courant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'équipe... qu'il inaugure aujourd'hui l'université de Canada. Mais attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui. Appelez aux États-Unis, en Australie ou ici en Afrique du Sud, 2-3 personnes, ils ne sont même pas au courant. Vous comprenez? L'équipe de communication du président est faible. J'utilise des mots faibles aussi, parce qu'il y a des mots durs. Un conseil spécial en matière de communication. Mais il faut les changer, mon cher ami. Il n'y a pas de sentiment à avoir sur les compétences qu'il faut avoir autour du chef de l'État pour faire de notre président un excellent président qui peut être apprécié par tout le monde. Et si vous commencez à négocier sur les compétences, vous allez dans la médiocrité. Et après, ne vous étonnez pas que les gens commencent à insulter, à critiquer. Ne vous étonnez pas. Donc nous, on veut de l'excellence. Et pour ça, il faut être très exigeant. Monsieur le ministre, si je vous lis vraiment entre les lignes, là, comment vous voulez que nous puissions réagir? Le journaliste... Par voie militaire ou par voie diplomatique? Très bien. Nous devons fight and talk, comme on dit en anglais. Je parle et je combats. La voie militaire, on ne peut pas négliger. Ce qui se passe dans l'Est, il y a un cas qui est arrivé. Je crois que c'est en 1982 ou 83. En Guinée-Conakry, il y a une grosse rébellion, une très forte rébellion, appuyée par les mêmes personnes comme aujourd'hui. Et ils sont arrivés aux portes de Conakry, dans une ville, Forêt-Caria, qui est à 60 km de Conakry. Donc le pouvoir tombait. L'ancien président, paix à son âme, Lansana Conté, a décidé, après avoir réuni un conseil avec l'armée et les civils, de demander à la population de quitter, d'évacuer la ville. Et il a tout brûlé. Il s'en foutait de ce que dirait la communauté internationale. Il a tout brûlé. Soso, Taba, Mboa, il a tout brûlé. Les rebelles, tout a été brûlé, cramé dans les feux. Et il a reconstruit la ville après. Parce qu'il avait demandé à sa population la contribution à l'effort de guerre. La diaspora a donné l'argent et les autres provinces qui n'étaient pas en guerre ont mis l'argent. Ils ont reconstruit, ils ont redonné des biens. Et cette ville, elle est magnifique. Moi, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Et la guerre était finie. Aujourd'hui, Félix a beaucoup privilégié la diplomatie. Vous en conviendrez avec moi. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il a beaucoup, il a cédé beaucoup de soi-même. Même, il était en Belgique. Il a proposé la paix des braves à Kagame. Aux yeux du monde entier. C'est dur pour un chef d'État de faire ça. Mais il l'a fait. Moi, je connais Félix quand il n'était pas président. Je connais l'homme. On l'appelait Rangers.
c'est un combattant. Mais il a cédé beaucoup de lui-même. Moi, j'en suis sûr à 1000%. Il a accepté l'humiliation. Il dit, je prends, je mange sur moi, c'est pas grave. Si c'est pour la paix, j'accepte. Il l'a fait. Mais ces gens pensent qu'il est faible. C'est être naïf. C'est être naïf. Un faible n'arrive pas au sommet de l'État. C'est être naïf. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des solutions, mais radicales. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a l'appendicite, si on ne fait pas l'opération, on peut compromettre son existence. Donc il faut une chirurgie. La démarche de l'Angola qui appelle le chef de l'État à convoquer un dialogue entre Congolais. C'est bien, le président peut accepter ça. Si le dialogue peut nous permettre de gagner du temps, oui. Dans notre stratégie que nous allons proposer au chef de l'État. On peut faire le dialogue, mais pour gagner du temps. Pour faire autre chose derrière. Autre chose derrière, c'est quelle chose? Autre chose derrière. À l'oreille, là. On peut gagner du temps pour faire autre chose. Monsieur le ministre, oui. La continuité. Pour faire autre chose, nous, on conseillera. Nous sommes des faucons. Nous, on ne va pas négocier sur. Parce que Kagame, il est aimé par l'Occident. Non, on ne va pas négocier sur ça. Oui, nous sommes chez nous, dans notre pays, agressés, où on viole nos femmes, nos enfants, on les tue comme du bétail. Maintenant, dès que nous avons la possibilité de protéger notre population, nous allons appliquer la chirurgie. Je rebondis sur cette question d'Alain Boma. Il continue à donner, Rangers, que vous avez connu aux côtés de son père, vous-même, très proche des Sphinx, faisiez les jets avec le père et le fils, même si à un moment donné, Kabila vous avez débauché. Non, Kabila ne peut pas bien débaucher. Je vous ai dit, non, attention, il ne faut pas donner de fausses informations. Bon. Je vous ai dit qu'il y a eu un dialogue. C'est quand même un passé. Oui, mais bien sûr, il y avait Kamere. Au dialogue non, mais attends, de la cité de l'Union africaine. Au cours de ce dialogue-là, il y avait Kamere, il y avait Sami Badibanga. La plupart des gens qui ont participé au dialogue sont aujourd'hui certains auprès de Félix et d'autres au Parlement et au Sénat. Et voilà. Donc Kabila n'a débauché personne parce qu'ils sont là. C'est un passé quand même, un très proche de Tshisekedi, mais qui a accédé aux fonctions ministérielles. Bien sûr, mais je ne peux servir que mon pays. De la cité de si je ne sers pas mon pays, je vais servir que l'Union l'autre pays. africaine. C'est un passé qui reste... Non, mais bien sûr, si c'est à refaire, je le referai. Je n'ai pas menti. Non, mais vous n'avez pas menti, mais si c'est à refaire, je le referai. Parce que c'est mon pays. D'accord. Alors, on signe les accords sous la médiation du grand du monde, Donald Trump, qui n'est pas sorti de la résolution 2773. Si je me suis trompé, vous allez porter correction, je ne suis pas fort dans les chiffres. C'est 2773. Exactement. Et puis, il y a Doha. Ensuite, il y a le retrait, vous avez senti qu'ils ont, Amérique a tonné et ils sont partis d'Ouvira. Il y a, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le Congrès s'est réuni dans une commission qui a auditionné la sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines. Et vous avez suivi le ton de l'administration Trump. Il faut que l'armée rwandaise se retire du sol congolais. C'est en présence de Mme Kapinga, Yvette, notre ambassadrice. Alors, Félix Tshisekedi est invité à Davos. Kagame est absent. Allez droit au but. Parce que vous allez me perdre. Si la question est trop longue, je n'aurai pas la possibilité de vous répondre. Je suis en train de planter les décors, vous allez analyser. Non, mais je comprends. Il passe pas à Paris. Oui. Après, il va à Doha. Entre-temps, il était Oyo. Il était à Oyo, mais avant, il était à Luanda, avant d'aller à Davos. Et il était également à Lomé. Pourquoi le président doit être tout le temps dans les capitales de ce pays quand il sait que ces pays ont derrière eux la France, et la France qui n'est pas honnête ou franche avec le Congo et qui joue avec le Rwanda. Comment trouvez-vous cette approche diplomatique?
Écoutez, les chefs de l'État multiplient des rencontres diplomatiques, peut-être pour infléchir certaines positions, y compris la France aussi a des pays africains auxquels elle est, je dirais, très amie. Donc quand ces pays lui parlent, parfois la France écoute. Et donc je pense que c'est dans ces cadres-là pour multiplier la diplomatie, pour infléchir des positions peut-être européennes. Mais moi je pense que la solution, vous savez, c'est bien, c'est tout à son honneur de faire ça le président de la République. Mais la solution c'est ici au Congo. Quand on mobilise son peuple, on arme son peuple, on va régler cette question nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. On peut régler ça nous-mêmes. Il y a des pays qui le font. L'Afghanistan l'a fait. L'Amérique, malgré sa puissance, on a vu les Américains fuir, prendre de l'avion, fuir. Toute la communauté, il y avait des soldats français, tout ça, belges, ils ont fui. Parce que les peuples étaient mobilisés, ils ont déterminé, ils ont décidé de les mettre hors d'état de nuire. Nous sommes déterminés à la seule condition que le pouvoir prenne sa responsabilité en nous mobilisant tous pour qu'on aille dans la même direction. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Oui. S'il faut faire ou s'il faut dialoguer pour gagner du temps, on le fera, ça veut dire? Parce que le dialogue n'apportera pas une solution définitive, je dois vous avouer. Il ne nous apportera pas une solution définitive parce que les dialogues, on va partager les résolutions. Ça ne sera pas dans le sens où vous dialoguez pour que vous puissiez gagner sur l'ensemble de la question. Non. On va vous imposer une partie de la solution, même si cela ne vous convient pas. C'est ça, les dialogues. Ça veut dire que c'est un échange mutuel. C'est dans cet échange où chacun, mutuellement, se reconnaît et accepte. Pour que ces dialogues puissent réussir, il faut que les belligérants puissent dire « Ah, on a notre intérêt, c'est bon, n'est-ce pas ?» Et nous, on dit « On a notre intérêt, c'est bon. » Donc, on va continuellement partager notre territoire. C'est pour cela, j'ai dit, on gagne du temps. Pour former correctement notre armée, recruter plutôt des nouveaux militaires, les jeunes, les former, et pour qu'on puisse défendre... Ça fera 7 ans. Non, on forme un militaire dans 8 mois, on forme. Mais ça, c'est 7 ans depuis qu'il est au pouvoir. Bon, mais écoutez, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. faites. Ça reste 2 ans. Oui, mais même former ces militaires-là. Non, mais on peut former. Former, on a 6 mois, on peut former. Parce qu'on fait comment? Les pays est éternel. Même s'il a fait 7 ans, il y a des choses que Félix a fait qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. C'est normal. Ça, c'est l'essor de tous ceux qui essaient de faire des choses. Il n'est pas parfait. Donc, malheureusement, voilà. Qui? Parce que dans ces tournants dans lesquels nous sommes... Dans les tournants... Il joue derrière le M23 et AFC. Négocier avec qui, M. Ilunga? Non, mais moi personne. Non, on va négocier même avec les M23, avec tout le monde, toutes ces personnes-là, c'est ce qu'on nous impose. Si on accepte la négociation. Moi, je ne suis pas pour la négociation. Mais si on nous impose la négociation et qu'on accepte la négociation, c'est qu'on va négocier avec les M23. Il ne faut pas se voiler la face. Oh, les M23, quand vous regardez la hiérarchie du M23, c'est que des Rwandais. Moi, j'en veux pas, personnellement. Or, dans votre entendement, oui, ça sera un dialogue non sincère. Non, ça, bien sûr. Mais vous avez tout compris. Oui. Ça sera un dialogue non sincère. Bien sûr que oui. Parce que quel est l'objectif de la guerre qu'on nous impose par les Rwandais? La guerre, toute guerre a un objectif plutôt. Mais quel est l'objectif? Nous, on n'agresse pas le Rwanda. On n'a pas une dette vis-à-vis du Rwanda. On n'a rien à donner au Rwanda. Nous, on a accueilli des réfugiés qui sont venus en 1994. On a tout donné, à manger, à boire. Les Rwandais, on les a formés chez nous, dans nos écoles, dans nos universités. C'est les mêmes personnes qui nous trahissent aujourd'hui. Quand s'ils nous font la guerre, c'est qu'ils viennent pour nous prendre un territoire. Je n'invente rien, Kagame l'a dit. Il l'a dit dernièrement quand il était en Russie. Oui, monsieur le ministre, il y a un des acteurs politiques qui a fait sa rentrée politique, pour ne pas les citer, Germain Kaminga, qui pense que il ne faut pas aller aux élections, il faut plutôt finir la guerre dans l'Est. Quel est votre avis? Mais on parlait des élections là, à ce moment-ci, je pense que c'est irresponsable. Cela veut dire quoi?
Nous allons faire les élections et nos frères qui sont à Bunagana, qui sont à l'Est d'une manière générale, ils ne voteront pas. Ça ne sera pas nouveau. Hein? Alors, ça ne sera pas nouveau, mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau qu'il faut le faire. Ça peut être ancien, mais il faut corriger, remettre les choses. Et là, c'est une manière de donner... C'est une manière de donner des arguments à ceux qui pensent que le chef de l'État va continuer. Il y a un pan entier du pays. Dans le passé, il y avait des micros, quand même, partis. Mais aujourd'hui, c'est un pan entier du pays qui ne pourra pas voter, qui sont dans des zones de guerre. Et donc, c'est compliqué. Moi, je pense que la faiblesse du gouvernement, c'est de ne pas être capable de prendre des grandes décisions. Ça, je veux le dire. Notre armée a été beaucoup infiltrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? On met à la retraite tous nos généraux, des généraux jusqu'à peut-être colonel, retraite. On les met à la retraite. Ça, parce que l'armée, quand il a été infiltré par les sommets. C'est les sommets qu'il faut couper. Il faut créer un nouveau sommet. Parce qu'il a été infiltré par les sommets, c'est facile, on fait une chirurgie tout de suite. Il y a un travail qui est en train de se faire au sein des FARDC. Je suis passé par Ndolo la nuit. On me dit que c'est 55 généraux qui sont... ou qui seraient en Ndolo, à la prison, et c'est hyper sécurisé le quartier. Je ferme la parenthèse. Monsieur Ilunga, votre ancien collègue au sein du gouvernement, Tchibala. D'abord, Sami Badibanga et Tchibala, Shoki Tundu a fait sa sortie officielle à travers son parti PSDV, dit que vouloir le dialogue en ce moment et l'encourager, c'est jouer le jeu de Kigali, le jeu de l'ennemi. Donc, il faut que le serpent quitte la maison avant de parler entre nous. Qu'en pensez-vous? Je pense que peut-être qu'il a été sincère dans ce qu'il dit, mais il n'a pas poussé très loin son questionnement. Le président peut parler, on peut faire le dialogue entre nous, sans inclure l'M23 et l'AFC, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Pendant qu'il garde cette partie du pays. Oui, parce qu'au sein même du pays, qui n'est pas occupé, il y a un gros clivage. Il y a un gros clivage. Vous le voyez, ça saute aux yeux, vous êtes des journalistes, vous le savez. Moi, je le sais, tout le monde le sait. Si c'est ces dialogues, sous ces formats restreints, oui, c'est important. Parce qu'il faut arriver à mobiliser toutes ces personnes qu'on regarde tous vers l'Est. Ces dialogues-là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas poussé son questionnement plus loin. Donc, ce n'est pas que vouloir parler du dialogue maintenant, c'est inopportun. C'est opportun, mais ça dépend de quel dialogue. Parce qu'au sein du carré qui n'est pas agressé, il y a des clivages. Et le président, son rôle, il est au-dessus de la mêlée. C'est de faire en sorte d'être coach, de mettre tout le monde d'accord, voilà, venez sur le terrain. Il y a un problème qui me concerne, qui vous concerne. Maintenant, fini la récréation. Regardons tous vers l'Est. On règle les problèmes de l'Est. Une fois que ces problèmes seront résolus, nous allons nous asseoir, nous allons discuter. C'est faisable. La Belgique joue-t-elle un franc jeu? L'activisme diplomatique Maxime Prévost. Nous comptons beaucoup sur les étrangers. Surtout, Monsieur Fabien, moi je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que pourquoi toujours nous devons faire allusion à des pays étrangers pour régler nos problèmes? Les Belges, ils ont leurs problèmes chez eux. Quand ils ont des problèmes, ils ne comptent pas sur nous. Pourquoi nous... C'est fini la colonisation. Nous sommes des peuples indépendants et libres. C'est l'hymne national le dit. Prenons des décisions. Assumons-nous. C'est ça qu'il faut faire. Assumons-nous. Il faut arrêter chaque fois de tourner les regards vers l'extérieur. Nous avons des solutions. Nous sommes, avec des enfants, 16 millions de Congolais à l'extérieur. Toutes compétences confondues. Il appartient au pouvoir de dénicher les compétences. De leur faire des propositions qui reviennent au pays pour nous fabriquer des armes. Je vous ai dit la dernière fois dans l'émission que moi, quand j'étais étudiant à l'époque, j'étais locataire et le propriétaire de la maison, je ne savais pas que c'était un Congolais. Bien sûr, il a épousé une femme blanche, mais c'est l'ingénieur qui a mis en place, qui a inventé
les radars qui font des brouillages GPS qu'on a mis dans les MiG partout. Et aujourd'hui, il a beaucoup développé. Après, on a sympathisé, on échangeait beaucoup. Je dis, mais à l'époque, hein, je dis, mais les Congos ont besoin de tout. Il dit, mais il ne peut pas, parce que les logiciels sur lesquels ils travaillent, les Congos n'ont pas ça. Ils ont développé des logiciels compliqués. Et il me dit, je ne suis pas les seuls Congolais. C'est un gars de Bandundu, un gars super intelligent. Il y en a beaucoup comme ça en diaspora. Mais ça appartient au pays de les dénicher. Quand un pouvoir veut des solutions, il se met les moyens pour le faire. Il ne faut pas prendre des gens faibles, les mettre à la tête du pays, autour du président, et penser qu'avec ces gens, on va avoir la solution. Non. Quand on veut la solution, on met des compétences. Vous imaginez, sur les 110 millions de Congolais, on n'a pas des gens compétents, même parmi vous? Alors, je sais, vous avez une question, nous chutons déjà. Monsieur Ilunga, face à une diplomatie agissante, mais tirée par le bas, par l'armée qui est réputée faible, vous ne pensez pas qu'un dialogue inclusif, sincère, reste le seul mécanisme capable de nous conduire vers la paix? Non. Notre armée n'est pas faible. Ça, je vous conteste. Puisqu'il n'y a eu aucune résistance partout, les M23... Oui, l'armée n'est pas faible. Attendez, je suis en train de... Les traîtres, la question m'est adressée. Qui est dans le top 10 Monsieur Lumbala, la question m'est adressée. Oui. Non, l'armée n'est pas faible. En tant que patriote, hein, moi je ne permets pas. Je comprends. Oui. Je comprends. Les statistiques nous plaçons 10e. Je comprends. Nous sommes dans les top 10, à part les traîtres qu'on est en train de désactiver. Écoutez. Monsieur Ilunga. Notre armée n'est pas faible. La situation que nous vivons aujourd'hui, où plusieurs pays nous attaquent, y compris des grandes puissances, aucun pays en Afrique, même l'Afrique du Sud, si on lui faisait ce qu'on nous fait, ils allaient exploser. Nous faisons la guerre contre le monde occidental, qui fournissent les armes et la logistique, tout, les informations. Mais ils n'arrivent pas. Ils corrompent. Ce n'est pas l'armée qui est faible, c'est qu'au sein de l'armée, que le président Félix a hérité, je l'ai dit d'entrée de jeu, il a hérité d'une armée totalement infiltrée, par plein de traîtres à qui on a corrompu, et qui sont là pour donner des informations, des positions de nos militaires et les faire tuer. Les militaires, ils veulent se battre, ils veulent régler les problèmes. Mais la plupart des chefs militaires sont des traîtres qu'il faut mettre hors d'état de nuire. C'est le boulot. Félix a eu double travail. C'est-à-dire trahi par son propre peuple et attaqué par les étrangers. Les gens qui se battent corps et âme pour servir les Rwandais contre leur propre territoire. Mais il faut être un malade mental pour faire ça. Il faut être un malade mental. Même l'argent ne peut pas remplacer sa patrie. Les gens donnent leur sang. Lumumba, Kimbangu, Pierre Moulele, toutes ces personnes ont versé leur sang pour cette terre que les gens vont vendre à vil prix. On n'a pas une armée faible. Excusez-moi, j'ai monté un peu le temps, mais voilà, non, mais c'est normal. C'est la patrie qui parle. Est-ce que le dialogue entre Congolais va-t-il nous amener à faire tabula rasa du jugement qui a été prononcé dans le procès Kabila, le nommé Kabila, certains l'appellent commandant Hippolyte Kanambé, voilà. Est-ce qu'on va effacer le tableau? Est-ce que ce n'est pas la démarche du roi des Belges, Philippe, et des Macron et de tous ceux qui étaient avec Kabila, et même certains dirigeants anciens, tout comme ceux qui sont en fonction en Afrique? Mais eux-mêmes, ils ont une histoire. Lorsque Adolf Hitler occupe des pays comme la Belgique, la France et tout ça, toutes les personnes qui ont collaboré avec les généraux d'Hitler, les Goering, tout ça, avec tous ceux qui ont collaboré, mais pour la plupart, ils ont été exécutés à la libération. Parce que quand vous trahissez votre patrie, quel pardon vous méritez? Une fois que vous avez trahi la patrie, sachez que derrière votre trahison, on a enterré des milliers de gens. Alors, qui va vous pardonner? Il n'y a pas de pardon possible. Donc, tous les traîtres, je pense que
la sentence est déjà dite pour les traîtres. Même Dieu, lorsque Satan a trahi, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé du paradis. On l'a descendu. Mais dans cette descente, il y a eu un combat. Ce combat, les anges ont gagné contre les forces de l'obscurité. Sans cela, mais ils allaient corrompre tous les paradis. On a terminé, mais on n'a pas parlé du social du peuple. À Kinshasa, l'hôtel de ville a décidé qu'on brandisse autant de documents pour ceux qui sont détenteurs des engins automoteurs. Ça va dans les calculs jusqu'à plus de 500, jusqu'à 560 dollars américains. Le sachet de la ménagère, le pouvoir d'achat, c'est un souci. Les gens ne mangent pas à satiété. Est-ce que vous trouvez que cette décision est prise au bon moment, alors qu'on doit mobiliser ce peuple contre les agresseurs et les traîtres? Est-ce qu'il y a harmonie entre ces mesures et le contexte? Monsieur Ilunga. C'est irréfléchi de la part du gouverneur. C'est irréfléchi. Un homme intelligent ne peut pas prendre de telles décisions. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que vous concentrez les mécontentements. Quand les gens ne vont pas travailler, ils ne se déplacent pas, ils restent chez eux, ils n'ont rien à manger, vous les concentrez, vous créez un terreau de, comment dirais-je, des révolutions. Les révolutions ont commencé comme ça. Parce que les gens, ils en ont marre, ils finissent par créer une révolution. Donc, exactement le contraire de ce que vous cherchiez. Il connaît les salaires de chaque Congolais. Nous sommes dans un pays où on n'a pas suffisamment de routes. Mais il y a autant de taxes. Mais le peuple en a marre, est fatigué. Le peuple n'a pas d'argent. Apparemment, il obéit aux instructions du VPM en charge des transports et voie des communications, des enclavements, quelque chose dans ce sens. Jean-Pierre Bemba, qui est membre du gouvernement central. Mais c'est dommage. Mais si c'est le cas. Est-ce que nous n'allons pas vers un suicide du peuple? C'est un suicide. Moi, j'ai circulé aujourd'hui en ville. C'est un suicide. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il faut permettre à la population d'évacuer tranquillement. Pourquoi seulement à Kinshasa? Pourquoi pas en Mbuji-Mayi? Pourquoi pas au Katanga, à Lubumbashi? Pourquoi pas à Likasi? Pourquoi pas en Bandaka? Pourquoi pas à Goma? Pourquoi seulement à Kinshasa? Et il sait très bien que toutes les personnes qui ne se déplacent pas, lorsqu'ils restent à la cité, ils parlent entre eux. Et c'est un terreau, un vivier potentiel de mécontentement et de révolution. Et c'est très dangereux, c'est contre-productif. Cette mesure, ils doivent revenir là-dessus. Vous savez pourquoi ils insistent? Parce qu'il y a une mafia. Moi, je vais être franc avec vous. Vous êtes certainement informé que lorsque quelqu'un vend des permis, il y a des retours, il y a des retombées, 10 $ pour X, des rétrocommissions pour YZ. C'est cette mafia-là qui va pousser les gens à consommer pour que les gens gagnent de l'argent derrière ces différents achats. C'est comme ça que ça se passe. Mais le peuple n'a pas les moyens. Le peuple congolais n'a pas d'argent. Il y a des gens qui travaillent, ça fait 2-3 mois, ils ne sont pas payés. Ou quand ils sont payés, les salaires de novembre, on lui paye ça en janvier. Mais à cette personne, vous lui demandez de payer 500 $. Il va avoir ça où? Merci beaucoup, M. Ilunga. Nous avons terminé. Nous avons abordé du moins l'essentiel de l'actualité. Les questions brûlantes de l'heure. Avec d'autres sujets. Je voudrais juste rajouter une chose. J'ai appris qu'il y a 3 juges qui sont en prison à Makala, qui ont été envoyés par leur hiérarchie. Parce qu'ils ont dit tout simplement le droit, mais leur façon de dire le droit a contredit les intérêts de leur hiérarchie. J'ai demandé à voir les dossiers pour entrer en profondeur dans ces dossiers. Je ne lâcherai rien. En tant que qui demandait les dossiers? Mais je suis un homme politique, je suis un acteur politique. C'est mon pays. C'est un terrain très glissant. Il y a à manger, à boire dans ce secteur. Mais c'est mon pays. Mais arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur pour défendre les intérêts de votre peuple. Lorsque Tshisekedi descendait dans la rue pour défendre tout le monde,
il défendait avec quel mandat? Merci beaucoup, M. Ilunga. Référez-vous au Conseil supérieur de la magistrature j'ai fait. pour voir mais c'est ce que j'ai fait. ce qu'on reproche mais c'est à ce que ces j'ai juges. Non, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé une équipe pour avoir accès au dossier. J'ai envoyé un avocat pour comprendre le dossier. Pour l'instant, je ne dis pas qu'ils sont injustement envoyés. Je dis qu'ils sont envoyés à Makala et je suis en train de regarder le dossier et j'y reviendrai. C'est ce que j'ai dit. Merci. Voilà. Monsieur Ilunga, président national de l'Action républicaine pour le progrès, ARP, c'est un parti républicain, ancien ministre. Il a répondu à nos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les envoyer. On pourra lui demander de revenir. Je n'ai pas été seul. Avec Alain Boma, Biwan. Merci, Fabien. Et Josué Mfotila, Univers Télévision. Merci beaucoup. À la technique, oui, Makavanga, on l'appelle Valdi. Et derrière les caméras, oui, c'est Kalombo, Célestin. Il était au Four et au Moulin. À très bientôt. Au revoir, avec le même plaisir.